Il y a une catégorie de maisons très construites en Afrique, les maisons labyrinthes. Qu'est-ce que j'appelle par maison labyrinthe? J'ai conçu un plan pour un client au Togo que je vous présenterai très probablement dans les prochaines semaines. Sur ce plan, comme sur presque toutes les conceptions que je fais des espaces extérieurs fermés. C'est-à-dire qu'il y a une prise de position. Donc, soit je me colle au mur mitoyen, soit je fais un recul de 3 à 6 mètres du mur de clôture. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la plupart des PLU. C'est quoi le PLU? Le PLU, c'est un document administratif qui regroupe toutes les règles et les normes d'implantation et de construction d'une localité ou d'une commune. Grossièrement parlant, c'est dans ce document que la commune va te dire « Construis une maison à partir de 6 mètres de ton mur de clôture. Construis une maison avec un portail de telle forme. Construis une maison avec tel niveau de hauteur. » Ce document prend d'autres noms selon les pays, mais il est très controversé en Afrique. L'équivalent d'un PLU, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est le certificat d'urbanisme. Par contre, il n'agit pas sur une localité, mais plutôt sur des terrains de façon individuelle. C'est d'ailleurs un vrai problème sur lequel on parlera prochainement. Le PLU sert également à statuer d'une certaine architecture dans une municipalité. C'est-à-dire que le PLU va te dire, par exemple, ici tu dois construire en toiture mansardée. Ici tu dois construire en toiture en pente de tant de degrés. En gros, c'est vraiment dans ce document que vous allez retrouver la plupart des règles et normes de construction qui font les villes, principalement européennes. Mais il ne se limite pas par ça. Parfois, le PLU va plus loin dans les détails, en indiquant par exemple les prescriptions pour le type de matériaux utilisé, les prescriptions pour la couleur de la maison, pour le choix de la peinture. C'est parfois le PLU qui te dicte ces choses. Et c'est pourquoi on va se retrouver avec certaines villes, notamment bien construites, avec une symphonie architecturale qui est très agréable à regarder. C'est donc un régulateur du domaine de la construction et de l'architecture. Parfois à raison, parfois à tort, mais là n'est pas la question pour ce sujet. Pour fermer la parenthèse, on est tenu de respecter toutes les prescriptions d'un PLU pour pouvoir obtenir un permis de construire. Mais voyez-vous, les prescriptions d'un PLU ne sont pas là pour faire joli. Par exemple, 3 mètres par rapport au mur de clôture voisin, c'est la distance minimale pour avoir une petite fenêtre, avec ce qu'on appelle par des vues indirectes. 6 mètres, c'est pour ouvrir de grandes fenêtres ou des portes. C'est aussi une distance idéale pour pouvoir recevoir de la bonne lumière. On dit aussi notamment qu'à partir de 6 mètres, on peut placer des vues directes. Mais pourquoi alors ces termes et ces prescriptions? Eh bien, c'est pour éviter les vis-à-vis lorsque vous construisez. C'est pour éviter que la fenêtre ou la porte du mur de Monsieur Robert ne soit à 1 mètre ou 2 mètres de la fenêtre ou la porte de Madame Rosine. Vous voyez, toutes ces normes et ces prescriptions servent à réguler le domaine de la construction et de l'architecture dans les pays développés. Et c'est ce qui manque à l'Afrique. Dans le futur, je ferai probablement du consulting pour certaines villes africaines et ainsi pouvoir établir des normes de construction en rapport avec les réalités du pays. C'est pourquoi mon nouveau programme spécial, le plan ultime clé en main, qui sera certainement la solution à la majorité de vos problèmes, ça vous permettra d'accéder à une architecture non seulement respectueuse de l'environnement, mais également au retour aux sources, une architecture africaine. Dans ce programme, on abordera 4 mises en pratique de situations de terrain dans lesquelles, je suis sûr, 99% d'entre vous se retrouveront. C'est-à-dire que si vous avez un terrain d'angle, si vous avez un terrain à côté, il y a un voisin, à gauche, il y a un voisin, derrière un voisin. Si vous avez un terrain devant, il y a un voisin, vous avez un terrain au centre. En fait, on aborde 4 mises en situation pratiques avec des plans clés en main pour pouvoir construire pour les petites bourses. C'est un programme qui, je pense, aidera le plus grand nombre de personnes. C'est un programme qui sortira très prochainement, fin octobre, voire début novembre, que je vous mettrai à disposition. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que les bases sont données, pour en revenir au projet réalisé à Lomé, un projet assez complexe par le voisinage. D'ailleurs, je vous en parlerai. Je me suis reculé de 3 mètres en effet du mur voisin. À certains endroits, je me suis collé au mur. Il s'avère que j'avais eu une réunion avec la personne censée construire le projet. C'est un entrepreneur trouvé par le client lui-même, avec lequel ils ont l'habitude de construire. Cet entrepreneur est venu avec une série de remarques, d'autres utiles, d'autres pas du tout. Je vais vous en épargner certaines. Mais vous voyez, j'ai pour habitude de laisser une certaine zone de pelouse lorsque je réalise des chambres au rez-de-chaussée dans beaucoup de mes projets. Et cette zone, je la ferme, c'est-à-dire que seuls les résidents de la chambre y ont accès. Voilà le plan que je vous montre très brièvement. Je vous montre pas le plan dans son ensemble parce que la vidéo originale sortira très bientôt, mais je vous montre quand même pour vous expliquer et vous mettre en situation. Donc là, on est dans une chambre qui est au rez-de-chaussée. C'est une chambre qui est censée être une chambre d'amis, une chambre d'invités, ou alors ça peut aussi être une chambre parentale, parce que c'est une chambre qui est bien équipée avec chambre, bureau, dressing, salle de bain. Ici, ne vous occupez pas de cet endroit, c'est un endroit externe, donc je vous expliquerai lors de la prochaine vidéo. Donc voilà comment elle se présente. Ici, on a la parcelle voisine, on a une parcelle voisine. Là, on a un mur de clôture. Donc là, ici, j'ai le mur de clôture qui est là. J'ai recréé un mur qui englobe la partie de cette chambre. C'est une très petite, c'est une villa minimaliste, très petite. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo, mais là, je vous explique brièvement ce point. Ici, donc, une fois donc là, on a le jardin de la maison. Ici, c'est le jardin de la maison. Quand on passe comme ça, on rentre dans la villa. Dans la chambre. Ou alors, quand on vient du hall ici, on arrive dans la chambre. Et cette chambre, à la manière, comme je vous ai dit, les jardins japonais ou de certains hôtels de luxe qu'on retrouve, ils ont des jardins privatifs. Ce sont des mini-jardins. Limite, on va dire que ce sont des pelouses. Ce sont des sortes de pelouses qui sont à l'arrière. Soit elles sont recouvertes d'espace de verdure, soit c'est des gravillons. Et ensuite, il y a du jardin de ce côté-là. La question donc qui s'était posée pour la chambre, c'était comment le jardinier allait y avoir accès. Pour moi, il y a 2 solutions. Sachant que ce n'était pas vraiment un jardin, comme je vous l'ai dit, mais plutôt une pelouse. Et même si c'était un mini-jardin, l'idée c'était qu'on utilise une tonneuse automatique, comme ce qu'on fait dans la plupart des projets
actuellement. Ce type de tondeuses sont très particulières parce qu'il y en a de celles qui sont automatiques, elles détectent quand le niveau du gazon arrive à un certain seuil et elle passe toute seule, elle se charge sur batterie généralement et c'est très pratique. Ça c'était la première solution. La deuxième solution c'était que le jardinier il passe comme tout le monde à cet endroit là et qu'il vienne faire son travail et qu'il ressorte. Sachant que le jardinier ne passe pas toujours, c'est peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois en fonction du type de jardin qu'on fait pousser. Par exemple il y a un type de gazon qu'on peut planter qui fait à peu près 3 à 4 mois avant de pousser. Ça dure longtemps, la pousse est grandement retardée. Seulement pour ce monsieur il fallait ouvrir de l'autre côté, de ce côté là. Il fallait ouvrir ici. De ce côté-là, il fallait que je fasse une ouverture comme ça pour que il y ait à la fois que ce soit le jardinier, que ce soit d'autres personnes puissent passer à cet endroit. Le problème, c'est que ça finirait par donner les maisons labyrinthes comme vous avez l'habitude de les construire. Pour lui, ça lui posait problème que le jardinier passe par la chambre qu'il trouvait bien trop privée. Maintenant, à ce niveau-ci, nombreux d'entre vous pourraient penser pareil. Vous pourrez vous dire, mais attends, il a raison, pourquoi le jardinier passerait par la chambre? Pourquoi ne pas créer un espace? Je vais vous poser une question. Dans cette même pièce, cette chambre que vous voyez là, à votre avis, s'il y a un problème d'électricité, l'électricien ne rentrera-t-il pas dans la chambre? S'il y a un problème de plomberie, le plombier ne rentrera-t-il pas dans la chambre? S'il y a un problème de décoration, s'il y a un problème, peu importe, le problème technique ou alors esthétique qu'il peut avoir dans la chambre, est-ce qu'il n'y aura pas une autre personne qui rentrera dans cette pièce? S'il faut qu'on fasse le ménage, la dame de ménage ne rentrera-t-elle pas dans la chambre? Alors, à quel moment dit-on qu'un espace privé est réellement privé? Un espace privé, c'est un espace qui est privatif lorsque les occupants y habitent. Sauf du contraire, c'est-à-dire quand il y a exécution de travaux, quand il y a des problématiques dans la pièce, il y a toujours besoin d'avoir recours à un professionnel qui est extérieur à la pièce. Et même ce modèle, il est très utilisé dans beaucoup d'hôtels de luxe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit où vous avez un jardin privatif, mais vraiment privatif. L'idée dans cette conception à la japonaise, c'est de pouvoir se retirer du monde. C'est-à-dire qu'avoir un espace privatif dans sa chambre où tu vois que le jardin. Ce modèle de jardin que je crée pour des espaces privatifs, des chambres, je l'ai eu au Japon. C'est dans l'idée de pouvoir se retirer du monde. C'est-à-dire que dans l'idée de pouvoir avoir une vue privative dans son espace, dans sa chambre. C'est-à-dire que cette vue-là, elle doit être embêtée ni de gauche ni de droite. Vous allez aussi retrouver ce même modèle dans certains hôtels de luxe. Ce monsieur était vraiment convaincu qu'il fallait me créer des labyrinthes, des espaces de passage de part et d'autre. En tout cas, pas sur mes projets, parce que je n'aime pas associer mon nom à du n'importe quoi. Je vais vous dire, les maisons labyrinthes gâchent vraiment l'aspect architectural de vos constructions. Ça rend vos constructions moches, mais vraiment très moches. Vous les voyez sur les façades dans la plupart des maisons, dans les routes que vous fréquentez. Vous avez l'impression que la maison elle est en grandeur nature sur le terrain et qu'il y a juste des petits passages, des petits espaces de passage. Ça détruit l'architecture de vos maisons. L'architecture, c'est également de l'esthétique, au même niveau que la technique. Et aussi ce discours de chez nous on fait comme ça. Arrêtez avec ça les amis. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de découvrir, d'apprendre les bonnes manières de faire. Ça vous nuit, ça ne vous aide pas du tout. Le monsieur m'a sorti d'autres remarques, mais très absurdes. D'ailleurs, une construction n'est pas en droit de venir remettre en question le travail d'un architecte dès lors que ça a été validé structurellement. Seul l'ingénieur, les municipalités ou le client peuvent se dire « Ok, ici on peut faire ceci, ici on peut faire cela, on aimerait faire ceci ». Les gens qui ont réellement le pouvoir sur le projet. Pour tout vous dire, j'avais presque l'impression lors de cette réunion que c'était lui mon client, alors que le projet avait déjà été validé après plusieurs réunions avec le client. Dans tous les domaines, il y a chacun qui a son rôle. Il y a trop de professionnels aujourd'hui qui se qualifient d'être professionnels et venir remettre en question le travail qui n'est pas le leur. Le travail sur lequel ils n'ont pas la totalité des savoirs pour pouvoir argumenter. C'est comme si moi, je venais sur un chantier et que je disais « Le dosage que vous avez fait du béton, il n'est pas bon. Il faut le changer. » Non. Mon rôle n'est pas là. Je pourrais le faire certes, mais ça c'est un rôle au contrôleur technique de faire ce genre d'intervention. Mon rôle à moi sur un chantier, c'est de veiller à ce que tout ce qui touche à l'aspect architectural du projet, est-ce que la manière dont j'ai dessiné ce plan, est-ce que la manière dont j'ai dessiné ce poteau respecte bien la manière dont il est construit. Ça c'est mon rôle sur un chantier, et non le reste. La meilleure c'est que quand j'ai demandé s'il était architecte, il m'a dit oui. Ensuite il a rajouté qu'il est architecte d'intérieur. Je remarque avec effroi aujourd'hui que n'importe qui se réveille un bon matin, fait un peu la décoration de sa maison et se qualifie d'être architecte d'intérieur. D'ailleurs, il faut que je casse le mythe de toutes ces personnes qui se prétendent être architectes d'intérieur. Parce que ce qu'ils font en réalité, ce n'est pas de l'architecture d'intérieur. L'architecture d'intérieur, c'est très profond. Mais ça sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. En réalité, faites attention à toutes ces personnes qui se prétendent architectes d'intérieur juste parce qu'ils font de la déco ou parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est généralement de l'abus de langage. Je suis venu avec cette chaîne pour vous vulgariser le métier de l'architecte qui est très fermé de base. Avant ça, pas beaucoup d'entre vous n'avaient accès à un architecte. Pour nombreux, c'était quelqu'un de très lointain, d'inaccessible, voire d'inutile. Mais par ces petites vidéos que je fais, je vous ai montré le peu des 15% de l'importance d'avoir un architecte pour son projet. Finalement, pour vous éviter d'avoir des maisons moches. Je le sais parce que je demande souvent à mes clients s'ils ont déjà eu affaire à un architecte avant moi. Et la réponse très souvent, c'est non. J'essaie de me mettre au niveau de tout le monde en limitant les termes techniques et les explications complexes. Parce que oui, il y a beaucoup de techniques. Contrairement aux idées reçues, on ne devient pas architecte juste en aimant le dessin ou en sachant dessiner. Non, il faut maîtriser aussi la technique et la maîtrise de l'art. Un architecte, c'est un chef d'orchestre. Il est le début et la fin d'un projet de construction. Sans que vous ne le sachiez, vous vivez l'architecture. Vous dormez dans de l'architecture. Vous marchez sur de l'architecture. Vous contemplez de l'architecture. Comme le disait l'un de mes enseignants il y a très longtemps,
Après Dieu, c'est l'architecte. Faites attention à ne pas détruire davantage l'image de vos villes et confiez vos projets aux architectes compétents pour vous éviter les maisons labyrinthes et vous proposer de la magie tout simplement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide dans vos différents projets de construction, d'aménagement d'intérieur, de design d'espace, de comment est-ce qu'il faut disposer les meubles, de quelle couleur il faut choisir, de comment disposer le canapé par rapport à ceci, par rapport à la télé, de combien d'espace il faut pour avoir un espace confortable à vivre. N'hésitez pas à vous en acquérir, le lien est juste en description. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. C'était Sagesse Boutou, l'architecte.